Il y a des silences qui crient plus fort que n'importe quelle bombe. Des silences qui pourrissent dans les murs d'une maison. Qui s'en mêlent dans les draps? Qui sont servis à table avec le repas? Dans un coin oublié de Nuevo León, dans l'un de ces quartiers que le progrès a décidé d'ignorer, il y avait une maison où régnait un silence de ce genre. Un silence épais, pesant, un secret qui respirait. Je m'appelle Padre del Valle, et voici Realidad Mexico. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas un conte d'horreur. Il n'y a pas de monstres venus d'autres mondes. Les monstres, les pires, marchent parmi nous. Ils s'assoient à notre table. Et parfois, ils nous appellent « papa ». Cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un miroir sombre de ce que nous laissons se produire lorsque nous détournons le regard. Si vous pensez pouvoir supporter la vérité, restez. Abonnez-vous. Non pas pour vous divertir, mais pour vous souvenir, pour ne jamais oublier les visages de ceux que le système a laissés tomber, pour être la voix de ceux qui ne peuvent plus crier. Commençons. La poussière recouvrait tout dans cette commune. Une poussière fine, rougeâtre, qui collait à la peau et au désespoir. C'est là qu'est arrivée Carmen, une jeune institutrice au cœur rempli de projets et aux yeux remplis d'un idéalisme que le monde ne lui avait pas encore arraché. On lui a assigné l'école Benito Juárez, un bâtiment bas aux murs écaillés, où les enfants apprenaient plus de la vie que des livres. Dès la première semaine, elle a remarqué les frères et sœurs, Léo et Luna. Ils n'étaient pas comme les autres enfants. Ils ne couraient pas pendant la récréation. Ils ne criaient pas. Ils ne se battaient pas. Ils existaient simplement, ensemble, dans un coin de la cour. Une bulle de silence au milieu du chaos enfantin. Léo, l'aîné, âgé d'environ 7 ans, protégeait Luna, 5 ans, avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux, depuis sombres, semblaient avoir trop vu. Ses dessins étaient étranges, des maisons sans porte, des personnes sans visage. Une grande silhouette, toujours grande, les observait depuis un coin du papier. Carmen a essayé de leur parler. Elle leur offrait des bonbons, leur posait des questions sur leur jeu. Les réponses étaient monosyllabiques, des regards vides. Un jour, pendant une activité, Carmen a demandé à Léo à qui il ressemblait. L'enfant l'a regardé, sans comprendre. « Comment ? À ton papa ou à ta maman ?» a insisté Carmen avec un sourire. Léo haussa les épaules. Il regarda sa sœur Luna. Puis, dans un murmure qui glaça le sang de Carmen, il dit « Ma mère est ma sœur. » Carmen eut un vertige, une nausée. Elle crut avoir mal entendu. « Qu'as-tu dit, mon amour ?» L'enfant ne répéta pas la phrase. Il baissa simplement la tête et continua à colorier son personnage sans visage. Mais la phrase était déjà semée, dans son esprit, dans son âme. Ma mère est ma sœur. Cette nuit-là, Carmen ne put dormir. Les mots de l'enfant résonnaient dans sa tête. Ce n'était pas possible. C'était un jeu. Une confusion enfantine. Mais le regard de Léo, ce regard n'était pas celui d'un enfant. C'était le regard d'un vieil homme, d'un survivant. Quelque chose n'allait pas. Non. Quelque chose était pourri. Et l'odeur venait de cette maison silencieuse au bout de la rue en terre battue. Elle décida qu'elle devait y aller. Elle devait voir. Elle devait comprendre. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point d'ouvrir une porte vers l'enfer. La grille métallique était rouillée. Elle grinça d'un bruit lugubre lorsque Carmen la poussa. Le jardin devant la maison était impeccablement balayé. Trop impeccable. Comme si quelqu'un essayait constamment d'effacer les traces. Elle frappa à la porte en bois. 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Le silence de l'autre côté était une réponse en soi. Finalement, la porte s'ouvrit. Une fente. Le visage d'une jeune femme apparut. Elle avait peut-être 22, 23 ans. Mais ses yeux avaient l'âge du désert. « Oui » dit-elle d'une voix sans couleur. « Bonjour, je suis Carmen, la professeure de Léo et Luna », se présenta-t-elle en esquissant un sourire. « Je voulais juste passer vous saluer, faire votre connaissance. » La jeune femme ne sourit pas. Son visage était un masque d'apathie. « Entrez », dit-elle en ouvrant la porte juste assez pour que Carmen puisse entrer de côté. L'intérieur de la maison était sombre. Les rideaux tirés bloquèrent le soleil impitoyable de Nuevo León. Ça sentait le chlore et autre chose. Quelque chose de vieux. Une tristesse enfermée. La jeune femme s'appelait Sofia. C'était la mère des enfants et la sœur des enfants. La phrase de Léo revint frapper Carmen. Et le père des enfants ? Demanda Carmen, en essayant de paraître désinvolte. Sofia se raidit. Une micro-expression de panique traversa son visage avant de disparaître. « Il travaille », murmura-t-elle. À ce moment-là, une voix grave et autoritaire résonna du fond de la maison. « Qui est-ce » Un homme grand et corpulent apparut dans le couloir. La cinquantaine. Le regard dur, pénétrant. Il observa Carmen de haut en bas, avec une méfiance animale. « C'est la maîtresse des enfants, papa », dit Sofia en baissant les yeux. « Papa ». L'homme s'approcha. « Ramiro », dit-il en tendant une main que Carmen refusa de serrer. Enchanté. Il n'y avait aucune joie dans sa voix. Il y avait un avertissement. Carmen sentit un frisson lui parcourir le dos, malgré la chaleur étouffante de la pièce. La conversation fut brève, forcée. Ramiro répondait pour Sofia, pour les enfants, pour tout le monde. Il était le centre de cet univers sombre, le soleil noir autour duquel gravitaient des planètes mortes. Lorsque Carmen partit, le regard de Ramiro la suivit jusqu'à ce qu'elle ferme la grille. Elle sentait ses yeux rivés sur sa nuque. Une fois dans sa voiture, elle s'effondra. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Une sueur froide lui mouillait le front. Elle avait un goût métallique dans la bouche. Le goût de la peur à l'état pur. Maintenant, elle comprenait. Ce n'était pas une confusion. Ma mère et ma sœur. Et l'homme que Sofia appelait papa. Mon Dieu. C'était le grand-père des enfants. Et c'était aussi leur père. L'horreur de cette révélation était un gouffre. Un puits sans fond qui menaçait de l'engloutir. La vérité était si monstrueuse, si contre nature, que son esprit refusait de l'accepter. Dans cette maison, amour et abus étaient synonymes. La famille et la prison étaient un seul et même endroit. Sofia n'était pas seulement une mère, elle était une fille prisonnière. Léo et Luna n'étaient pas seulement des enfants. Ils étaient les petits-enfants de leur propre père. Ils étaient la preuve vivante d'un crime silencieux. Un crime qui se produisait tous les jours, derrière des rideaux tirés et des portes fermées à clé. La nausée revint, plus forte. Carmen dut arrêter la voiture. Elle vomit dans le fossé. Ce n'était pas la nourriture. C'était le poison de la vérité. C'était la bile d'un secret qui était resté caché trop longtemps. Et elle était désormais la seule à le savoir. Comment un tel cauchemar commence-t-il ? Il ne commence pas par un cri. Il commence par un murmure, par une promesse tordue. La mère de Sofia est morte quand elle avait à peine 12 ans. Un cancer rapide, dévastateur. Il a laissé un vide dans la maison. Et dans ce vide, l'obscurité de Ramiro a grandi. Au début, c'était de la protection. « Je prendrai soin de toi, ma fille.
Maintenant, nous sommes seuls, toi et moi. Le monde extérieur est cruel. Ici, tu es en sécurité. Il a peu à peu isolé Sofia, de ses amis, de ses oncles, de tout contact avec l'extérieur. L'école est devenue un danger. Les garçons ne veulent qu'une chose. Je te protégerai de ça. Il l'a retirée du collège. Il a fait d'elle sa prisonnière personnelle, sa femme au foyer, son environnement tout entier. Les murs de la maison sont devenus les frontières de sa réalité. Son emprise était totale. Quels vêtements envisager? Quels mets adopter? Quelles idées conserver? La première fois qu'une proximité sensible s'est présentée, Sofia avait 14 ans. Cela s'est produit la nuit, dans une atmosphère tranquille. Il a décrit la situation comme une entente personnelle. Un acte d'affection pure, au-delà de la compréhension des personnes conventionnelles. « C'est notre secret sacré » lui a-t-il murmuré à l'oreille. « Personne ne peut t'aimer comme je t'aime. » La peur et la confusion de Sofia lui nouaient la gorge. Mais c'était son père, son protecteur, son seul univers, son... S'il disait que c'était de l'amour, alors ça devait l'être. La culpabilité la consumait, mais la peur la paralysait. Elle pleurait en silence, dans sa chambre, où ses larmes ne faisaient pas de bruit. À 15 ans, elle tomba enceinte de Léo. Ramiro ne vit pas cela comme une horreur. Il y vit une bénédiction. Tu vois, ma fille, nous créons la vie. Nous sommes comme des dieux. Le mensonge s'amplifiait. Le secret devenait plus lourd. Pour les quelques voisins qui posèrent des questions, l'histoire était simple. Sofia s'était mise en couple avec un vagabond qui l'avait abandonnée. Ramiro, le père dévoué, l'avait accueillie à nouveau. Personne ne posait de questions. Dans ces quartiers, la survie est plus urgente que la curiosité. La vie de Sofia a été effacée. Elle a cessé d'être Sofia. Elle est devenue maman. Elle est devenue fille. Elle est devenue maîtresse. 3 rôles impossibles, enfermés dans un même corps. 2 ans plus tard, Luna est née. Une autre bénédiction. Un autre maillon de la chaîne qui la liait à cet enfer. Les enfants grandirent même dans la confusion. L'homme qui les bordait le soir était grand-père. Mais il était aussi papa. La jeune femme qui leur donnait à manger était maman. Mais le grand-père l'appelait fille. Les mots n'avaient plus de sens. La famille était un puzzle dont les pièces étaient mal assemblées. Ramiro avait construit son propre royaume, un fief d'horreur domestique, où il était le roi, le dieu et le démon. Et Sofia, Léo et Luna étaient ses sujets silencieux. Prisonniers d'un cycle d'abus tellement normalisé qu'il ne le reconnaissait plus comme tel. C'était simplement la vie. La seule vie qu'il connaissait. Carmen savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Elle avait besoin du système, de l'autorité, de ceux dont le travail était de protéger les personnes vulnérables. Quelle naïve elle était. Son premier arrêt fut le commissariat de police municipal, un petit bâtiment qui sentait le café rassis et l'indifférence. L'officier de garde, un homme avec une moustache épaisse et un ventre qui dépassait de sa chemise, l'écouta sans la regarder. Ses yeux étaient rivés sur un match de football diffusé sur un petit téléviseur. Carmen lui raconta tout. Sa voix tremblait. Les mots se bousculaient. Elle parla des enfants, de Sofia, de Ramiro, du murmure de Léo, de l'atmosphère qui régnait dans la maison. Lorsqu'elle eut terminé, il y eut un silence. Le seul bruit était celui du commentateur sportif qui criait « But !» L'officier la regarda enfin. Il bâilla. « Mademoiselle », dit-il avec une infinie paresse.
Ce que vous me racontez ressemble à des ragots de couloir, avec tout le respect que je vous dois. Ce ne sont pas des ragots, c'est la vérité, supplia Carmen. Ces enfants sont en danger. Écoutez, tant que la jeune fille, cette Sofia, ne vient pas porter plainte pour viol ou maltraitance, je ne peux rien faire. C'est sa parole contre la sienne. C'est une affaire familiale. Une affaire familiale. Cette phrase, l'expression qui enterre des milliers de tragédies, l'excuse parfaite pour ne rien faire. Mais les enfants, insista Carmen, sentant le désespoir lui monter à la gorge. Si vous pensez qu'il y a négligence, allez au DIF. Remplissez un rapport. Ils s'en occuperont. Il lui tourna le dos. Il retourna à son jeu. Carmen fut renvoyée. Le système lui avait fermé la première porte au nez. Elle quitta le commissariat en sentant le poids du monde sur ses épaules. Le grincement de la porte en se fermant était comme un coup de poing porté à l'espoir. L'air extérieur semblait plus lourd, plus sale. Le soleil lui brûlait la peau. Mais le froid qu'elle ressentait venait de l'intérieur. Sa prochaine étape était le DIF, le développement intégral de la famille. Le nom lui-même était une ironie cruelle. Le bureau était un chaos de papiers et de gens qui attendaient, des visages fatigués, des histoires de misère qui attendaient sur des chaises en plastique. Après 2 heures, une assistante sociale l'a reçue. Une femme d'une 40aine d'années, avec des cernes profonds et un regard qui avait perdu tout son éclat. Carmen raconta à nouveau son histoire. Cette fois-ci, plus calmement, avec plus de détails. L'assistante sociale écoutait, acquiesçant machinalement. Elle prenait des notes sur un formulaire. « Je comprends votre inquiétude », a-t-elle dit à la fin, avec la même émotion que lorsqu'on commande un café. Mais pour que nous puissions intervenir, nous avons besoin d'un dossier solide, des preuves. Les enfants ne sont-ils pas une preuve suffisante ? A demandé Carmen, incrédule. Les enfants peuvent se tromper. Nous avons besoin d'un rapport psychologique, d'une enquête sur le terrain. Tout cela prend du temps et des ressources que nous n'avons pas. La femme soupira en regardant la pile de dossiers sur son bureau. Chaque dossier, une tragédie. Chaque feuille, une vie brisée. Remplissez ce formulaire, dit-elle en faisant glisser une liasse de papier sur le bureau. Le F-17, rapport de vulnérabilité potentielle des mineurs. Soyez aussi détaillés que possible. Une fois que nous l'aurons traité, une équipe pourra se rendre à votre domicile dans peut-être 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines. C'était une éternité. Dans cet enfer, chaque jour était une éternité. Vous ne pouvez rien faire maintenant ? Supplia Carmen. Allez chez eux ? Leur parler ? La femme secoua la tête. Ça ne marche pas comme ça, mademoiselle. Il y a un protocole, une procédure. Nous ne pouvons pas simplement faire irruption dans une maison sur la base d'un simple soupçon. Le bruit d'une agrafeuse dans le bureau voisin résonnait comme le marteau d'un juge. Clac. Affaire classée. Clac. Revenez dans 6 semaines. Clac. Votre tragédie n'est pas une priorité. Carmen prit les papiers. Ses mains étaient lourdes, inutiles. La bureaucratie était un monstre plus grand que Ramiro. Un monstre sans visage, avec des milliers de tentacules de papier. Un labyrinthe conçu non pas pour résoudre les problèmes, mais pour les contenir, pour les archiver. Elle quitta le bureau du DIF en se sentant plus petite, plus impuissante. L'indifférence du système était un poison lent. Il vous paralysait de l'intérieur. Elle te convainquait que ton combat était inutile, que le mal faisait simplement partie du paysage. Carmen n'abandonna pas. Il restait une dernière porte à frapper.
la plus importante. Le ministère public, le parquet, l'endroit où la justice est rendue, ou refusée. Le bâtiment était plus imposant, plus froid. Des gens pressés, des avocats avec des mallettes. L'odeur était celle de la peur et du vieux papier. On lui a assigné un agent du ministère public, un jeune homme, avec un costume un peu trop grand pour lui et une expression de cynisme prématuré. Carmen, pour la 3e fois, a raconté l'horreur. Cette fois, sa voix était ferme, dure. Ce n'était pas une supplication, c'était une exigence. L'agent l'écoutait, jouant avec un stylo. Il regardait par-dessus son épaule, vers le couloir. Son esprit était ailleurs. Lorsque Carmen eut terminé, il se cala dans son fauteuil. « Voyons, madame l'avocate ?» « Ou madame la professeure ?» dit-il d'un ton condescendant. « Vous me décrivez une situation moralement répréhensible, sans aucun doute. Mais légalement, c'est un bourbier. » Il joignit le bout de ses doigts. Lucia, la sœur aînée, devenue une enfant invisible, négligée. Et Matteo était la figure centrale, le centre de son univers dysfonctionnel. Ce qu'Elena a fait à Matteo n'était pas seulement un comportement physique inapproprié. C'était la destruction systématique de son identité. Elle l'a convaincu que cet amour interdit était spécial, unique, que c'était son secret sacré. Et ces crimes, s'ils ont été commis il y a des années, pourraient déjà être prescrits. C'est compliqué. Le cynisme dans sa voix était une gifle. Et les enfants? L'inceste n'est-il pas un crime? Bien sûr que oui. Mais j'ai besoin de preuves ADN pour le confirmer. Et pour cela, j'ai besoin d'une ordonnance d'un juge. Et pour qu'un juge me donne un mandat, j'ai besoin de preuves solides qui justifient l'intervention. C'est un cercle vicieux. L'agent se leva. Il se dirigea vers un classeur. Il en sortit un dossier. Il l'ouvrit, le regarda, puis le posa sur une pile d'autres dossiers identiques. Puis, il regarda Carmen, le regard perdu dans un écran. La phrase qu'il prononça ensuite fut celle qui finit par briser quelque chose en elle. « Madame, ce que vous avez ici, pour l'instant, c'est un cas de violence familiale potentielle et de négligence. Cela relève d'une autre agence au sein du parquet. Remplissez le formulaire 2B. Le formulaire 2B. Un autre formulaire. Un autre numéro. Une autre étape dans le labyrinthe sans issue. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. L'agent lui donna une tape presque paternelle sur l'épaule. « Vous avez bien fait de venir, » dit-il avec un sourire vide. « Mais ces choses prennent du temps. Soyez patiente. » Patience. On lui demandait d'être patiente, alors que 2 enfants vivaient au cœur des ténèbres. Alors qu'une jeune fille mourait à chaque seconde. Carmen sortit du parquet. Elle ne ressentait plus de colère. Elle ne ressentait plus de peur. Elle ressentait un immense vide. Elle s'assit sur un banc sur la place en face, et pour la première fois, elle pleura. Elle pleura pour Sofia. Elle pleura pour Léo et Luna. Mais surtout, elle pleura pour un pays où la justice est un formulaire que personne ne lit, où la compassion est une ressource limitée, et où un appel à l'aide se perd dans l'écho des couloirs de la bureaucratie. Le système ne l'avait pas laissé tomber. Ah, le système avait fonctionné exactement comme il avait été conçu, pour se protéger lui-même. Mais parfois, une seule personne refuse d'accepter les règles. Carmen, assise sur ce banc, le visage baigné de larmes, a pris une décision. Si le système ne l'aidait pas, elle le ferait brûler. Elle a utilisé le seul pouvoir qui lui restait, sa voix.
et un téléphone portable. Elle s'est souvenue d'un vieil ami de l'université qui était désormais journaliste pour un journal numérique de Monterrey. Elle l'a appelé. Elle lui a tout raconté, sans filtre, sans crainte. Le journaliste, d'abord sceptique, a entendu le désespoir sincère dans la voix de Carmen. Quelque chose dans cette histoire l'a interpellé. La crudité, l'impuissance. « Envoyez-moi tout ce que vous avez », lui a-t-il dit. Les noms, les adresses, tout. Le lendemain, l'histoire a fait scandale. L'enfer caché de Nuevo León. Une enseignante dénonce un père qui a eu des enfants avec sa propre fille. Le titre faisait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux se sont enflammés. La pression médiatique a fait ce que la décence et la loi n'avaient pas réussi à faire. Soudain, les téléphones se mirent à sonner. La police, le DIF, le parquet. Tous ceux qui avaient fermé la porte à Carmen se bousculaient désormais pour agir. L'affaire n'était plus un dossier poussiéreux. C'était un scandale national. En moins de 24 heures, un convoi de patrouilles et de véhicules du DIF arriva devant la maison silencieuse. La même maison où Carmen était entrée seule, tremblante. Ils ont brisé la grille. Ils ont enfoncé la porte. L'opération a été rapide, brutale. Ils ont fait sortir Ramiro, menotté. Son visage ne montrait aucun remords. Seulement de la colère. De la rage de voir son royaume détruit. Ils ont fait sortir Sofia, recouverte d'une couverture, comme s'il s'agissait d'une preuve et non d'une personne. Son visage, la même toile vide. Et enfin, ils ont emmené les enfants, Léo et Luna, accrochés l'un à l'autre. Pleurant, non pas de soulagement, mais de terreur. Ils ne comprenaient rien. Ils voyaient Funky seulement des hommes étranges emmener leur grand-père, leur père, emmener leur mère, leur sœur, détruire le seul monde qu'ils connaissaient. Pour eux, ce n'était pas un sauvetage, c'était un enlèvement. La dernière image de cet après-midi était celle de Léo, regardant par la vitre arrière d'un camion du DIF, le visage collé à la vitre, voyant sa maison devenir de plus en plus petite. Le système avait finalement agi. Mais il était arrivé trop tard. Il était arrivé alors que le mal était déjà irréparable. Que s'est-il passé ensuite? Ramiro a été condamné. Des années de prison qui ne suffiront jamais à payer l'âme qu'il a volée. Sofia a été envoyée dans un refuge. Une victime, disait le dossier. Mais la nuit, elle restait prisonnière de la maison silencieuse. On lui a appris à coudre, à cuisiner pour le monde réel. Mais personne ne lui a appris à vivre. Personne ne lui a appris à effacer la main de son père de sa peau. Personne ne lui a appris à être simplement Sofia. Léo et Luna ont été placés dans le système. Dans un foyer, un numéro de plus. Ils ont été séparés pour leur bien, ont déclaré les psychologues, pour qu'ils développent leur identité individuelle. On leur a arraché la seule chose qu'ils avaient, l'un l'autre. Le résultat n'était pas la justice. C'était la désintégration totale. Une famille, déjà brisée, a été pulvérisée par le même système qui était censé la guérir. La maison au bout de la rue en terre battue est désormais vide. Les fenêtres sont cassées. Les mauvaises herbes poussent dans le jardin qui était autrefois impeccable. Mais le silence qui crie est toujours là. Si vous passez la nuit, dit-on, vous pouvez encore l'entendre. C'est le bruit de la douleur qui pourrit. L'écho d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Si seulement une personne, derrière son bureau, avait levé les yeux de son écran. Si seulement une porte n'avait pas été fermée. Je suis Padre del Valle, et rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico.